Merci de nous suivre ou de nous rejoindre pour cette table ronde qu'on a intitulée Gaia-X, quel intérêt pour les acteurs français? Le projet Gaia-X a été lancé officiellement le 4 juin 2020 par les ministres de l'économie français et allemand Bruno Le Maire et Peter Altmaier. Et depuis ce lancement, on a beaucoup parlé de Gaia-X, notamment sous l'angle de ses chances de réussite par rapport au précédent projet Andromède, parce qu'il est ouvert aux acteurs étrangers et qu'on s'interrogeait sur sa souveraineté. Et voilà qu'il y a 15 jours, le gouvernement nous a présenté par-dessus ça sa nouvelle doctrine Cloud au centre, qui comporte notamment un nouveau label Cloud de confiance. Du coup, les questions se multiplient. Gaia-X est-il encore utile aujourd'hui, maintenant que ce label existe? Quel intérêt les acteurs français peuvent-ils y trouver? Est-ce que c'est une grosse machine européenne dans laquelle on se perd, ou est-ce que pour les fournisseurs c'est une énième contrainte, une énième source de labels et de certification à aller chercher? Est-ce que les petits fournisseurs ou les petits acteurs y ont leur place alors que les GAFAM y sont présents? Pour les entreprises qui sont clientes du cloud, qui sont utilisatrices de données, qu'est-ce qu'elles pourront faire avec Gaia-X qu'elles n'auraient pas pu faire aujourd'hui? Voilà en fait quelques-unes des questions qu'on peut se poser aujourd'hui par rapport à ce vaste projet. Et pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir trois hôtes de choix, tous les trois grands contributeurs du panorama français et européen du cloud. Henri qui, après une longue carrière d'officier de marine, est maintenant chevalier de la Légion d'honneur et de l'Ordre national du mérite. Et depuis janvier 2017, tu es délégué général du SIGREF et membre également de la Commission supérieure du numérique et des postes. Vincent, toi, après avoir dirigé des activités de conseil dédiées à l'adoption du cloud computing et du DevOps, tu as rejoint la DINUM fin 2019 pour y apporter ton expérience et ton enthousiasme au projet de modernisation de l'État. Et au sein de la DINUM, en fait, tu t'occupes des sujets cloud computing au sens large, plan de consolidation des data centers, offres interministérielles, internes, externes, des sujets qu'on pourra aborder après, plan d'accompagnement des marchés de prestations qui sont connexes au cloud. Et enfin Sylvain, toi après l'IX et l'N7, tu as commencé ta carrière au sein d'Airbus aux États-Unis et en France. Tu as monté une structure d'édition de logiciels. Et puis tu as rejoint en 1999 la société CS Group et tu y as fait grossir l'activité espace dont tu as la charge, puisqu'elle a maintenant 450 collaborateurs qui sont répartis entre la France, l'Allemagne, la Hollande et la Roumanie. Voilà, donc un beau parcours européen qui pourra effectivement faire qu'on se demande ce que tu viens chercher en plus encore dans Gaia-X. Alors pour démarrer ce débat, on a en fait la chance avec vous de représenter l'ensemble des parties prenantes finalement autour des sujets cloud, notamment une des particularités forces de Gaia-X, c'est que les utilisateurs et fournisseurs travaillent en commun. Et donc Henri, en fait, par rapport aux utilisateurs qui sont rarement présents en fait dans ce type de projet, est-ce que le SIGREF et toi en premier chef, vous avez été impliqués dès le premier jour dans ce projet? Des membres du SIGREF sont au bord de l'association. Est-ce que tu peux nous dire en fait quelles étaient les préoccupations, les attentes en fait pour participer? D'abord, ce qui a intéressé les adhérents du SIGREF, je rappelle que c'est aujourd'hui un peu plus de 150 membres, les grandes entreprises françaises, les grandes administrations publiques françaises, et qui réfléchissent collectivement au sein du SIGREF sur leurs enjeux numériques. Et aujourd'hui, le cloud est l'un de ses principaux enjeux. Et ça sera vrai pour la décennie qui vient. Ce que recherchaient les grands utilisateurs de solutions et services cloud français en rejoignant cette initiative Gaia-X, c'est trois choses. D'abord, de bien s'assurer que ce soit une démarche qui soit induite par les besoins des utilisateurs. Et que donc les utilisateurs, si l'on voulait s'ils voulaient disposer au niveau européen, à travers Gaia-X, de solutions qui répondent à leurs besoins, il fallait qu'ils s'impliquent, il fallait qu'ils soient présents. Et c'est pour ça que nous avons mobilisé un nombre significatif de nos adhérents, et notamment dans les membres fondateurs. Il y avait trois places pour des grandes entreprises utilisatrices, et ce sont les groupes EDF, Amadeus et Safran qui se sont impliqués pour être membres fondateurs. La deuxième chose qui était importante, c'était que le développement de ces espaces de confiance pour le partage des données de l'industrie et des services
permettent de s'affranchir de grands acteurs non européens qui ont une certaine tendance à préempter ces données au profit de leur modèle d'affaires, au profit exclusif de leur modèle d'affaires. Et ça, c'était un élément tout à fait important, que l'on ne se retrouve pas sur les données de l'industrie et des services dans une situation analogue à celle qui prévaut aujourd'hui pour l'essentiel des données personnelles, hélas, qui sont aujourd'hui opérées à leur propre profit résumons, par les GAFAM. Et enfin, le troisième sujet qui est important pour les adhérents du CIREF, c'était de participer au développement d'une nouvelle liberté en Europe qui sera essentielle pour la croissance de notre économie, la liberté de circulation des données. Et qui est une quatrième liberté qui s'ajoute aux trois libertés qui existent et qui ont fait le succès aujourd'hui, en tous les cas pour ce que l'on peut en constater, de l'Europe, la liberté de circulation des personnes, des biens, des capitaux. Eh bien, l'économie européenne aura besoin, et ça sera un des éléments essentiels de sa croissance dans la décennie qui vient, ça sera cette liberté de circulation des données dans un espace de confiance cohérent avec les valeurs que peut porter l'Europe. Merci. Et alors du coup, je me tourne vers toi, Sylvain, en tant que fournisseur de services, puisque alors peut-être que tu veux dire deux mots sur CS Group que je n'ai pas présenté, mais donc tu représentes là les fournisseurs de services. Et tu as été dès le premier jour finalement, alors Day One Member, pas membre fondateur, mais Day One Member, et on a discuté très très vite ensemble sur GaiaX. Est-ce que c'était les mêmes attentes? Qu'est-ce que tu cherchais au sein de GaiaX? Merci Servan. Donc, oui, donc CS Group, deux mots. CS Group, c'est un intégrateur de systèmes pour les grands donneurs d'ordre dans différents domaines, la défense, le spatial, l'aéronautique, l'énergie. CS Group est un groupe avant tout français, comme tu l'as dit, réparti géographiquement sur différentes géographies en Europe, en particulier dans le spatial, dont j'ai la responsabilité. Et c'est vrai qu'on a très vite adhéré aux valeurs très bien résumé Henri de GaiaX. Et c'est vrai que le premier mot-clé, cette réponse, cette capacité à répondre aux utilisateurs, cette capacité à enlever ces freins pour faire en sorte que les utilisateurs mettent leurs données dans le cloud, c'est une des premières réponses qu'on a trouvées dans GaiaX, avec cette capacité en effet à donner de la confiance. Donc CS Group a une offre en particulier de gestion de données intelligentes, où quelque part on aide nos clients à mettre leurs données dans le cloud. Toutes nos infrastructures, enfin ce que je veux dire aussi, c'est que CS Group est un développeur d'informatique avant tout, c'est une société du numérique et on développe des systèmes qui servent nos utilisateurs. Et aujourd'hui, le cloud est la principale infrastructure qui héberge ces données. Et on y intègre un ensemble de technologies avec des données, et nos clients, clairement, nous demandent d'assurer cette protection des données, nous demandent de faire en sorte d'éviter des failles de sécurité. Donc là, on a aussi une business unit spécialisée en cybersécurité qui s'assure de cette cohérence. Et donc on a retrouvé cette réponse aux utilisateurs, cette capacité à donner de la confiance à ces utilisateurs pour qu'ils aillent dans le cloud. Et ensuite, je reprends le mot-clé qu'a cité Henri avec la liberté, et en particulier quand on parle de technologie, l'intégration de différents types de technologies, GaiaX propose d'utiliser et donne un cadre pour utiliser des technologies open source. Et là, cette liberté est donnée par ça, et justement pour ne pas verrouiller les utilisateurs à certaines technologies et qu'un utilisateur de nos systèmes informatiques puisse changer de fournisseur. Et alors, du coup, Vincent, toi, pour les administrations centrales notamment, en fait, est-ce que ces préoccupations, en fait, tu les retrouves? Est-ce que cette liberté de partage des données, est-ce que c'est logique d'open source? Est-ce que c'est ça aussi qui fait que alors la DINUM et avec la DGE en fait nous a poussé d'ailleurs à aller assez vite vers ce projet qui était initié côté allemand et Effectivement, le partage de données ou l'open source sont deux axes importants pour l'informatique de l'État. Et GaiaX, ça permet effectivement de donner accès à des ressources de cloud qui, parce qu'elles vont finalement trouver un marché relativement homogène,
et on espère en fait l'idée de faire favoriser l'usage du cloud par les entreprises et par les administrations, ça va alimenter la croissance des offres européennes. Il y a cette idée de rentrer dans un cercle vertueux dans lequel donc on va avoir des offres de qualité croissante qui vont respecter ces standards d'interopérabilité, d'ouverture, de réversibilité, qui sont des éléments essentiels pour nous. Parce qu'on doit consommer des offres qui ne nous verrouillent pas sur des technologies. Henri a bien rappelé les risques qu'il y avait inhérents à consommer une offre qui était trop verrouillée. Voilà, donc pour nous, Gaia-X, c'est effectivement un élément essentiel. Pour autant, on avait cette question de la confiance qui était assurée pour partie par Gaia-X et qu'on a dû effectivement renforcer, comme tu l'as annoncé, avec la création de ce référentiel de cloud de confiance. Oui, alors du coup, ça m'amène effectivement à ce point, en fait. Donc, on pensait en fait que les ambitions de cloud souverain européen qui avaient été exprimées par Bruno Le Maire, la réponse était à travers Gaia-X. Puis voilà qu'il nous annonce une doctrine cloud au sens, un nouveau label cloud de confiance. Alors, effectivement, il y avait des sujets de sécurité technologique, il y a un grand sujet réglementaire qui n'était pas forcément couvert. Mais est-ce que Gaia-X ne suffisait pas? Alors pourquoi cette nouvelle doctrine, hein? Alors, on a besoin de Gaia-X pour créer un standard de marché qui soit européen et qui va faire que, en fait, on va consommer, nous, administration, ou aussi, en fait, disons, tous les opérateurs concernés par la souveraineté, donc beaucoup d'entreprises, d'opérateurs d'importance vitale, qu'on encourage à se tourner vers ce label. Donc, en revanche, Gaia-X ne couvrait pas, tu l'as dit, les questions de droit applicable, par exemple. Par ailleurs, on avait un ensemble de règles, disons, de policy rules, qui concernaient beaucoup plus l'interopérabilité, SWIPO, etc. Donc les échanges de données et soumis à des processus d'auto-certification. Pour nos contraintes en matière de souveraineté, on avait besoin de la qualification de l'ANSSI, et en fait, le cloud de confiance s'appuie sur la qualification SecNum Cloud existante, dont Outscale est un des premiers et dignes représentants, auquel on ajoute effectivement cette question du droit applicable. Il ne faut pas qu'on ait un droit applicable qui ne soit pas celui du propriétaire de la donnée, donc en l'espèce pour les administrations françaises, le droit français. Et enfin, le troisième point, je l'évoquais en passant tout à l'heure, la question de la réversibilité. Parce que si on utilise une solution qui est en tout point souveraine mais qu'on ne peut pas en sortir, où est notre liberté? C'est aussi ce que disait Henri. Ouais. Mais effectivement, cette logique de réversibilité, elle revient, Henri, dans les discussions que le SIGREF a portées dès le départ, qui était cette crainte d'être... Enfin, cette crainte, c'était pas une crainte, hein, d'ailleurs, c'est le fait de se sentir verrouillé par certains acteurs. Hein. Et donc aujourd'hui, en fait, le SIGREF a beaucoup travaillé pour définir ce qui étaient les critères et le cadre qui était un cadre de confiance. Donc en fait, il y a ce nouveau référentiel qui a été publié par le SIGREF. Et alors, comment est-ce que ça s'inscrit par rapport à ce nouveau label et cette doctrine? Alors, le référentiel que vient de publier le SIGREF, d'ailleurs j'invite tout le monde, puisqu'il est maintenant il est public sur le site du SIGREF, vous pouvez le retrouver, hein, vous tapez référentiel cloud de confiance, vous avez un document qui, d'ailleurs on vient de le publier aujourd'hui en anglais également, donc c'est un peu plus de 450 exigences qui ont été répertoriées, qui sont issues de la littérature, qu'elle soit nationale ou européenne, SecNum Cloud pour la France pour le référentiel de sécurité, C5 pour l'Allemagne, c'est toute la démarche, les codes de conduite de SWIPO, hein, démarche initiée dans le cadre de la directive Free Flow of Non-Personal Data de 2018. Ce sont également les policy rules dans la version 1 de Gaia-X. C'est un nombre important de documents que nous avons répertoriés et puis nous avons mis en cohérence l'ensemble de ces exigences pour que les utilisateurs, puisque in fine, c'est eux que doivent servir les solutions et services numériques, pour que les utilisateurs puissent dire, ben voilà, pour moi la confiance c'est ça, c'est ce référentiel, ce sont des offres qui répondent à ce référentiel. Je note d'ailleurs que si on reprend la définition du label Cloud de confiance qui a été donné le 17 mai par Cédric O, et si on y rajoute les exigences d'Amélie de Montchalin, je vais vous les lire, hein, c'est pour Amélie de Montchalin, la notion de confiance, c'est le label, plus les enjeux de réversibilité, d'interopérabilité, de portabilité, je reprends ces termes exacts. Donc ce référentiel porte les enjeux vus des utilisateurs.
On peut nous dire après que c'est pas ça ou pas ça, mais en tous les cas, un utilisateur, quand il a besoin de confiance, d'une solution cloud de confiance, il l'a exprimé dans le cadre de ce référentiel. Alors maintenant, ce référentiel, il se veut un commun, que nous avons soumis largement à commentaires, en France, bien entendu, à l'écosystème, à travers le comité stratégique de la filière sécurité, que l'on a soumis à commentaires également aux administrations publiques, dont la DINUM, que nous avons soumis à commentaires également à l'ensemble des hubs nationaux de GaiaX. On y reviendra sur cette notion de hubs nationaux. Il y a une vingtaine de hubs qui se sont constitués en Europe. On leur a envoyé ce référentiel en leur disant tiens, voilà, ça vous intéresse. On l'a envoyé bien entendu à la ISBL GaiaX. On l'a envoyé à nos partenaires européens, les associations avec lesquelles nous travaillons, qui représentent en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, les CIO. Et donc, ce que l'on veut faire à travers cette démarche, c'est faire en sorte que tous ces labels, toutes ces exigences, toutes ces certifications de la confiance dans des solutions et services cloud, soient un peu mises en cohérence au niveau européen, qu'on ne parte pas dans une direction en France, dans une autre direction au niveau de la Commission européenne et en Allemagne dans une troisième direction. On appelle tout le monde à se dire mettons-nous autour de la table, essayons de faire quelque chose qui soit à peu près cohérent au niveau européen. Et donc c'est une proposition que l'on met sur la table et sur laquelle tout le monde pourra, et bien entendu, se référer. C'est libre de droit. Sachant que ce principe de la cohérence, il est important. Néanmoins, le SIGREF n'a pas vocation à être opérateur d'un label ou d'une certification. Ça, c'est assez clair. Mais du coup, en fait, l'idée, c'est quoi? C'est que l'ENISA, par exemple, qui est en train de travailler sur un label de sécurité à l'échelle européenne, embarque les critères, y compris ceux qui, finalement, sont plutôt franco-français? Absolument. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que nous, notre objectif, c'est que ce label de cloud de confiance se dissolve dans le standard élevé du futur référentiel de l'ENISA, lui-même étant compatible en tout point avec les exigences de GaiaX. Donc on a cette idée d'avoir un cloud de confiance qui soit européen. Nous, on a besoin du cloud parce qu'on doit se moderniser. À l'égal des entreprises, on a des enjeux sur le déploiement du numérique, son foisonnement, l'intelligence artificielle. Et ça, on le fera parce qu'on accède à des offres cloud de qualité. Les offres cloud de qualité, elles ne sont pas seulement souveraines, elles sont aussi de taille critique. Et ça, on a besoin de l'échelon européen. Voilà. Donc, tout ce plan, il vise... Alors, on a pris un peu d'avance, on pourrait dire ça, avec le cloud de confiance, puisqu'on anticipe sur l'ENISA et on anticipe sur certaines règles de GaiaX qui sont en cours d'élaboration. Par contre, à chaque étape du processus, on vérifie que l'ensemble crante et s'harmonise. Et du coup, ça crante sur les sujets... alors, sur les sujets techniques, j'ai pas beaucoup de doutes, d'autant que chez nous, on est aussi impliqués pour travailler et faire en sorte que les sujets SecNum Cloud soient la base de ce futur label européen. Mais sur les sujets de confiance qui embarquent cette notion de souveraineté, on a constaté qu'on avait quand même des définitions assez divergentes. Donc, quand on interroge les hubs et les autres pays ou l'ENISA, ça match? Quand on interroge les utilisateurs, ceux qui utilisent ces solutions, la confiance dans le cloud, elle repose sur 3 piliers. Il y a la sécurité, SecNum Cloud, C5, très bien. ENISA, le futur schéma de certification de l'ENISA, qui en découlera ou qui en sera inspiré, très bien. Il y a un deuxième pilier qui est très important et qui a été rappelé d'ailleurs par tant Bruno Le Maire que Cédrico, c'est celui de l'immunité de la solution, pas de l'opérateur, de la solution aux législations extra-européennes. Être à peu près garanti que quand on met ces données chez un opérateur, ces données et les traitements associés ne tombent pas sous le coup de législations que l'on ne maîtrise pas, que l'on ne connaît pas, qui peuvent être d'ailleurs explicites. On en connaît certaines, Cloud Act et le FISA ou autres, ou implicites. Elles ne sont pas toutes implicites, elles sont pas toutes explicites. Et puis il y a un troisième pilier qui est important de la confiance quand on est un utilisateur de solutions et services cloud, c'est la maîtrise que l'on a vis-à-vis de son client, la maîtrise des dépendances du client vis-à-vis de son fournisseur. Et ça, c'est également très important. C'est pour ça que l'on parle beaucoup de transparence d'abord, contractuelle et commerciale, mais également de portabilité, de réversibilité, d'auditabilité, de portabilité. Ce sont des notions qui sont tout à fait essentielles pour la confiance. Pour la confiance. Et toi, en fait, Sylvain, ces certifications, ces labels, est-ce que ce sont des choses dans lesquelles, en tant que fournisseur de services, tu te retrouves, ou est-ce que tu te dis, mon Dieu, c'est la jungle, comment est-ce qu'on va s'en sortir pour apporter une offre claire?
nous, on s'y retrouve en tant qu'intégrateur de systèmes pour les utilisateurs, encore une fois, on s'y retrouve totalement parce que nos utilisateurs, nos clients nous demandent d'avoir... comme je disais, nos utilisateurs, nos clients nous demandent d'avoir ces certifications. Donc on s'y retrouve totalement dans cette jungle que tu as appelée. Et c'est vrai qu'on peut se dire, bon, ça a l'air compliqué, il y a GaiaX d'un côté, il y a le cloud de confiance de l'autre côté. Mais je trouve les démarches très complémentaires. Et le fait que la France annonce cette notion de cloud de confiance, on s'insère dans un cercle vertueux justement pour emmener l'ensemble des pays européens pour amener ces mêmes règles et d'être quelque part tous au même niveau. Donc oui, nous on s'y retrouve et on dirait on va même plus loin avec les outils que l'on met au-dessus du cloud de systèmes de gestion de la cybersécurité, de systèmes de traitement de données. Nos utilisateurs demandent de s'assurer de cette cohérence, de cette intégrité, de cette résilience de leurs données de bout en bout et des services de bout en bout que l'on met en place. Donc oui, on a besoin de ça, le Secnum Cloud, la réversibilité, faire en sorte que quand on déploie un système, l'utilisateur ne soit pas totalement verrouillé aux technologies qu'il y a au plus bas niveau et faire en sorte de pouvoir aussi passer potentiellement d'un cloud à un autre, d'où le GaiaX et la fédération. Okay. Et du coup, alors maintenant qu'on a évoqué en fait ce panorama autour de la confiance et de comment en fait ces grandes initiatives veulent contribuer à la portée, peut-être un petit point. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on y fait en fait au sein de GaiaX? Et donc là, du coup, Sylvain, je me retourne à nouveau vers toi. Parce que, alors on a créé ensemble, mais c'était quand même beaucoup à ton initiative, un espace de données spatiales qui n'était d'ailleurs pas dans les premières verticales prévues par GaiaX, mais qui nous paraissait très très important. Et alors du coup, c'est quoi? Quels sont les objectifs? Pourquoi est-ce que GaiaX, ça permet de lancer ce type de projet? Oui, donc là, totalement, encore une fois, un intérêt fort de GaiaX, en particulier pour le monde du spatial que je connais très bien. Je dirais, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Je dirais, ce qu'on assiste aujourd'hui dans le domaine du spatial est à une miniaturisation des missions spatiales et une multiplication des systèmes, des engins spatiaux, y compris des constellations de satellites. Donc tout ça, ça entraîne des volumes de données de plus en plus importants à traiter et des flottes de satellites à contrôler qui sont par définition mondiaux, qui ne sont pas que sur une géographie nationale. Donc cette fédération GaiaX est importante, cette capacité à avoir des systèmes qui vont pouvoir être hébergés sur des clouds qui sont répartis au niveau mondial est d'autant plus important. Donc et en particulier, bon, il y a des offres de type Amazon as a Service, Azure as a Service, Ground Station as a Service qui arrivent, qui proposent des segments sol pour traiter les données du satellite ou pour commander les satellites, qui le proposent comme une commodité, comme un service. Et là, c'est un vrai changement de paradigme. Et l'intérêt de ces grands acteurs, c'est bien sûr d'attirer les utilisateurs et de faire en sorte d'attirer toutes les données qui sont générées par systèmes spatiaux et enfin de créer de la valeur ajoutée et de l'économie, du business grâce à cette donnée qui est l'or, le flux de l'or qui est important pour tout le monde. Donc la création, la motivation de la création de ce space, data space dans GaiaX, c'est justement de créer une vraie solution européenne basée sur des clouds déjà français, ensuite européens, pour répondre à ce besoin de puissance de calcul. Pour tout vous dire, je vais vous donner un exemple pour illustrer. Il y a un grand programme européen qui s'appelle Copernicus. Copernicus, c'est un traitement de terras de données, c'est des terras de données qui sont générées par jour. Aujourd'hui, nous-mêmes, en tant qu'utilisateurs, en tant que développeurs d'applications qui utilisent ces données satellites, ces données Copernicus, quand on veut de la puissance, quand typiquement on veut faire une couverture mondiale, nous-mêmes, nous sommes obligés de passer sur des infrastructures de type américaine, des clouds américains, parce que les clouds français, européens n'ont pas cette puissance. Donc GaiaX, c'est cette volonté de fédérer et d'avoir cette puissance au niveau européen et justement garder cette économie en France. Et pour nous, intégrateurs, c'est d'autant plus important parce que nous-mêmes, on développe des applications à partir de ces données spatiales.
Alors il y a un petit rire parce que du coup Henri pensait que je prenais comme un tacle le fait qu'il n'y avait pas assez de capacité, mais non, c'est un constat qu'on a partagé et on construit ensemble. Hein. Et alors du coup, Henri, tu rigoles, mais alors ces verticales, elles sont animées maintenant au niveau français par le SIGREF notamment, qui a reçu la mission d'animer alors je crois que je dis toujours les mots dans le désordre, le Gaia X French Hub, le French Gaia X Hub, voilà. Alors qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce que les acteurs français qui veulent participer à ce hub trouvent quand ils viennent vous voir? Alors c'est vrai que la mission d'animation du French Gaia X Hub, d'animation, d'organisation de cette structure qui est originale, hein, parce qu'elle n'a pas de personnalité juridique, je dirais que c'est du bénévolat, même si l'on a bien conscience que ça sert les intérêts des adhérents, notamment du CIREF, mais au-delà des autres organisations qui ont rejoint le comité de pilotage du French Gaia X Hub, hein, et notamment l'Académie des technologies et le pôle de compétitivité systématique en partenariat étroit avec la Direction générale des entreprises. Et c'est donc Cédrico qui nous a confié cette mission, et nous sommes très fiers, que nous essayons d'honorer dans la mesure de nos modestes moyens. C'est un petit appel si les yeux nous écoutent. Si Cédric, nous aurions besoin d'un petit peu de moyens supplémentaires parce que nos moyens propres commencent à s'essouffler. Qu'est-ce que fait le French Gaia X Hub? Eh bien, il a pour mission d'abord d'animer l'ensemble des parties prenantes françaises intéressées par les buts poursuivis par l'association internationale Gaia X, que d'ailleurs ces parties prenantes en soient membres ou non. Et aujourd'hui, dans l'environnement du French Gaia X Hub, eh bien, c'est plus de 600 personnes qui travaillent, 300 organismes différents, que ce soit des entreprises utilisatrices, des fournisseurs, des académiques, des associations comme le pôle de compétitivité systématique. Vous voyez, c'est une grande diversité d'intérêts qui s'est fédérée autour de ce French Gaia X Hub. Ensuite, nous avons pour mission de développer par secteur d'activité, eh bien, la préfiguration de ce que seront les data space au sein de Gaia X. Et aujourd'hui, nous avons lancé 12 data space, hein, avec une grande diversité de secteurs d'activité. Il s'agit aussi bien, je ne vais pas tous les citer, mais la finance, l'énergie, l'agriculture, Green Deal, Space, bien entendu, mais aussi autour de la smart industry, autour des industries créatives et culturelles, autour, un data space qui m'est cher, autour des activités maritimes et de la mer. Et d'ailleurs, je me tourne vers Vincent et j'en profite pour appeler donc l'administration française à créer un data space administration publique, parce que c'est une demande de la Commission européenne. Nous essayons d'aligner la création de ces data space avec les ambitions de financement de data space par la Commission européenne, et qu'il y a un data space qui est prévu pour l'administration publique. Et donc, je suis sûr que la DINUM saura nous rejoindre dans cette initiative. Enfin, ce que nous a demandé directement Cédrico, eh bien, c'est d'entretenir le dialogue de la France avec la ISBL Gaia X, et également de lui apporter un regard critique, qui soit d'ailleurs positif ou négatif, sur la démarche, pour proposer à l'administration française, proposer au gouvernement, proposer aux parties prenantes des positions sur le développement de cette démarche à laquelle nous croyons, nous sommes très attachés. Et puis de toute façon, il n'y a pas le choix, parce que si ce n'est pas Gaia X, il n'y a pas d'autre option qui se présente aujourd'hui pour permettre à l'Europe de restaurer une forme d'indépendance et de souveraineté sur ces données, sur les données de l'industrie et des services. Donc il faut y aller et on n'a pas le choix. D'accord. Et du coup, en fait, dans ces verticales, parce qu'on entend qu'on va créer des standards ou alors qu'on va chercher des financements, est-ce que c'est ça finalement ce qui est en train de se mettre en place? Il y a 3 choses qui sont essentielles. C'est faire connaître Gaia X au plus grand nombre, incuber les data space
à travers des position papers, hein, et j'invite ceux qui sont intéressés par un secteur d'activité à aller lire les position papers qui ont déjà été publiés dans le domaine de la santé, sur le data space education and skills, sur le data space finance, sur le data space énergie. Ce sont des documents de très grande qualité qui présentent une vision pour un data space européen, mais également qui proposent les principaux use cases qu'il faut développer très vite pour répondre aux besoins de ces secteurs d'activité. Et enfin, il y a bien entendu un troisième sujet qui est important, c'est d'aider chacun des acteurs dans chacun de ces secteurs d'activité de se monter en consortium pour aller chercher des financements tant au niveau national, dans le cadre du plan de relance, du PIA 4, qu'au niveau européen, notamment dans le cadre du Digital Europe Programme, hein, ou des EPCI qui sont aujourd'hui en train d'être développés. Alors même si ces financements vont mettre un petit peu de temps pour se retrouver disponibles, il faut avoir créé des structures assez robustes pour pouvoir opérer derrière la mise en œuvre de ces financements en ralliant les buts qui sont poursuivis par ces consortiums. Et du coup, Vincent, je me tourne vers toi parce que ça, c'était dans le troisième volet de cette doctrine du cloud au centre de l'État. C'était cet accompagnement du plan de relance, notamment, en fait. Et du coup, est-ce que ces initiatives de GaiaX, c'est la clé ? Est-ce que c'est le seul moyen pour y passer ? Ou est-ce qu'au contraire, on a une grande diversité ? Parce que quand on entend des choses comme ça, on se demande si finalement les PME, les startups peuvent trouver leur place dans des consortiums qui sont peut-être... oui, je sais qu'ils sont très bienvenus au sein de... Nous, on les accueille. Et puis non seulement, quand je parle de 300 organismes qui sont présents, la moitié au moins sont des PME ou des ETI. Hein. Mais c'est le consortium robuste, je pense, qui est un concept un peu effrayant. Oui, ce que je peux confirmer, parce qu'effectivement, ce troisième pilier de la stratégie nationale qui a été dévoilé le 17 mai répondait effectivement à trois enjeux. Il faut bien rappeler ces enjeux au niveau de l'État. Donc le premier, c'est, je le disais, on a besoin de se moderniser, on a besoin de l'intelligence artificielle, on a besoin que nos entreprises le fassent. Le deuxième, c'est il faut le faire avec nos règles de souveraineté pour que les données ne nous échappent pas, etc., tout ce qu'on a rappelé. Mais le troisième enjeu, c'est qu'on ne soit pas sur un périmètre constant, qu'on ne soit pas condamné en permanence, comme pour Copernicus, à faire des choix douloureux entre la modernisation et la souveraineté. Et il y a plein d'idées, plein d'exemples qui peuvent nous venir en tête, pour lesquels on se pose la question de est-ce qu'on pourrait faire sans le cloud ? Et la question, c'est évidemment, on ne peut pas faire sans cloud. Et du coup, on a besoin d'un cloud souverain, et Catch-22, etc. Et donc, le troisième pilier vient répondre à ça. C'est-à-dire que c'est vraiment l'objectif de financer, de soutenir les initiatives qui vont permettre d'élargir cette assiette et de faire monter en gamme les offres. Et ça inclut également le financement des data spaces. Voilà, je dis ça parce que j'ai vu passer un dossier dernièrement. Parce qu'effectivement, on a le PIA 4, on a également le plan de relance, c'est-à-dire que le plan de relance, c'est pour énormément de sujets, en tout cas ceux que je vois passer à la DINUM, évidemment, on a le soutien au développement de nouvelles activités numériques qui vont consommer du cloud. Et ça, c'est important, et donc du cloud de confiance. Parce que le cloud de confiance, ça n'est pas que de l'infrastructure, ce sont aussi toutes les solutions qu'on invite. Donc, on invite les éditeurs à venir se faire héberger chez des clouds de confiance, quels qu'ils soient. Ça va. J'opine du chef. Et on a aussi le volet recherche, qui est extrêmement important, parce que la recherche française a beaucoup donné au cloud mondial. Et a relativement peu reçu en échange. Et voilà. Et on aimerait bien qu'on ait beaucoup plus des brillantes innovations qu'on est en train de produire dans nos laboratoires, qui soient directement intégrées par les industriels français, et vraiment sur toute la couche, hein, le hardware, les chipsets, le réseau, etc., les systèmes de containerisation. Enfin, on en a à peu près sur toute la gamme. Et là, on a des échanges extrêmement fructueux animés par le MESRI et avec les industriels de la filière. Voilà, j'ai un interlocuteur heureux à ma gauche. Mais du coup, il n'y a pas une corrélation directe entre GaiaX et le plan d'accélération. C'est juste qu'en fait... Si, absolument. C'est-à-dire que en tout état de cause, à partir du moment où on a des montants qui sont importants, là, sur les dossiers qu'on a reçus, on dépasse de très, 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 très largement ce qu'il est possible de faire sans passer sous les fourches codines européennes. Donc évidemment, on est dans le cadre d'un IPCEI, donc associé à 11
11 pays européens. Et donc, on le fait avec l'idée, on a parlé des data space, là, on est vraiment dans GaiaX. Donc, tout ça, c'est fait pour pour soutenir des offres GaiaX, brandées GaiaX, et qui, lorsqu'elles sont utilisées dans un contexte de souveraineté, disons, plus exigeant, dans le label de cloud de confiance. Mais on est absolument inscrit dans ces politiques. Évidemment, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a besoin d'offres européennes de qualité. On ne veut pas d'offres à l'échelle française. Il nous faut des offres à l'échelle européenne, sinon mondiale. On est d'accord. J'ai 2 interlocuteurs satisfaits. Ouais, et d'ailleurs, on avait appelé l'attention, le French GaiaX Hub avait appelé l'attention de Bruno Le Maire et de Cédrico il y a 2 mois de ça, sur le manque de cohérence qu'il y avait entre les financements européens qui apparaissaient faibles à la fin du mois de janvier, début du mois de février, et des financements très conséquents au niveau national, ce qui aurait eu pour effet de léopardiser en fait toutes les initiatives GaiaX en ramenant avec un élastique de rappel très fort vers le niveau national, au détriment du niveau européen. Or, il ne peut pas y avoir d'initiative qui soit à l'échelle si elle n'est pas d'emblée au niveau européen. Et ça, c'est vraiment un appel. Inscrire tous les projets dans une dynamique européenne et donc dans la dynamique de GaiaX. Alors, si je peux témoigner des dossiers on a reçu 45 dossiers dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt lancé par BPI France. Et on a des projets qui sont européens et qui associent des petites entreprises, des start-up, des grands intégrateurs, des grands industriels. Et ça, c'est extrêmement positif. C'est-à-dire que, y compris dans notre appréciation du dossier, la qualité du consortium et son ambition sont 2 facteurs importants. Après, la qualité, la réussite, on sait bien que c'est compliqué. Par contre, si on est une équipe déterminée, on a beaucoup plus de chances de réussir. Alors du coup, en fait, on voit qu'il y a une activité vraiment pléthorique autour de nos sujets du cloud, avec notamment cette annonce, et alors des annonces de nouvelles sociétés, alors qui viennent répondre directement aux annonces qui avaient été faites par le gouvernement, puisqu'il était question de la possibilité pour un éditeur américain de venir faire porter... C'est pas Bouygues Télécom. Non, là je ne parlais pas de Bouygues Télécom qui a fait également une annonce hier. Je parlais de l'arrivée de Bleu. Donc. Et donc la première question, c'est finalement est-ce qu'un consortium comme ça peut réellement obtenir ce label de confiance comme ça a été présenté par nos ministres? Alors, je vais pas contredire contre toute attente le ministre. Donc effectivement, c'est sa vocation, c'est-à-dire que l'offre qui a été présentée, qui n'existe pas encore, hein, qui est aujourd'hui à l'état de projet, elle a vocation à entrer dans ce cercle de cloud de confiance. Voilà. Donc maintenant, ça répondait à une problématique, et je me tourne vers mon camarade. Qui était les gens, donc les industriels principalement, utilisent beaucoup les solutions collaboratives de Microsoft. Ça pose un problème de confidentialité. Quelle réponse on leur apporte? Voilà, c'est une façon de répondre. Oui, ça c'était... en fait, je sais que pour avoir eu au sein du comité stratégique de filière beaucoup de discussions où à chaque fois on entendait parler de ce besoin d'Office 365 de confiance. Du coup, en fait, comment est-ce que le SIGREF réagit à cette annonce? Et surtout, en fait, est-ce que derrière, on peut pas se dire, puisque ça y est, c'est bon, on va avoir trouvé un moyen d'avoir Office 365 souverain ou en tous les cas en confiance ou en sécurité, est-ce que finalement on n'abandonne pas le reste des sujets de développer des offres souveraines? Alors, surtout pas. D'abord, c'est vrai que cette annonce de la création de Bleu par Orange et Capgemini, en partenariat avec Microsoft, est, à notre sens, une nouvelle tout à fait intéressante. Et le SIGREF n'a pas hésité à dire qu'il accueillait cette création avec beaucoup d'intérêt. Mais la création de Bleu, ce n'est pas la fin de l'histoire. Hein. C'est au contraire, c'est une étape dans ce qui ne marque aujourd'hui que le début de la révolution du cloud de confiance, qui va nous occuper toute la décennie. Il faut bien en avoir conscience. Hein. Tout ça, on n'est pas arrivé, on démarre. Et c'est pour ça que ça répond à un besoin qui était exprimé par de nombreux adhérents du CIREF, de disposer d'une offre de confiance pour le collaboratif,
Et donc, a priori, Bleu va y répondre. Néanmoins, si le CEGREF accueille cette initiative avec beaucoup d'intérêt, il en appelle d'autres, et c'est ce que nous avons d'ailleurs signifié dans un communiqué de presse que nous avons publié le jour de l'annonce, le 27 mai. Enfin, le projet proposé par Bleu n'est pas sans poser des questions qui aujourd'hui, et d'ailleurs c'est normal, hein, puisque ce n'est qu'une annonce de création, on verra ensuite, hein, le diable se niche dans les détails, et le cloud, c'est un art tout d'exécution. Et donc, dans l'exécution, on verra comment ça se réalise, mais en termes de garantie, effectivement, de la sécurité, comment les choses vont s'organiser, également. Et si je m'en réfère à l'introduction de Bruno Le Maire le 17 mai sur la présentation de la stratégie nationale cloud de confiance ou d'accélération cloud, il a bien fait état, il a pris dans son exemple celui du transfert de technologie par Westinghouse pour assurer la souveraineté française sur le nucléaire civil. Est-ce que cette solution, effectivement, répond à ce critère de transfert de compétences, de transfert de technologie? Pour l'instant, il est peut-être un petit peu tôt pour le dire. En tous les cas, c'est un sujet sur lequel nous pourrons éventuellement être attentifs. Et je pense que ce sont également des sujets qui caractérisent la confiance dans laquelle les utilisateurs pourront placer dans cette solution. Enfin, cette solution répond aux deux premiers piliers de la confiance, a priori, hein, sécurité et immunité par rapport aux législations extra-européennes. Aujourd'hui, quid du troisième pilier de la confiance, c'est-à-dire la maîtrise des dépendances des utilisateurs vis-à-vis de leurs fournisseurs? La question, pour l'instant, n'a pas trouvé de solution, de réponse. Ouais. Et du coup, Sylvain, je me tourne vers toi, parce que quand on a commencé à évoquer cet espace de données spatiales et la construction d'une offre pour la virtualisation des segments sol, c'était vraiment dans une logique de créer une offre européenne qui vienne en concurrence de celle déjà existante côté US. Alors si les solutions US arrivent à obtenir ce label de confiance, est-ce que ça a encore du sens? Est-ce qu'il faut qu'on arrête cette virtualisation sol européenne, hein? Non, et comme disait Vincent, il faut être encore plus déterminé pour pouvoir défendre nos solutions européennes. Et je dirais l'accès aux technologies US sur les clouds européens, finalement, c'est une bonne nouvelle pour l'utilisateur. Et nous, en tant qu'intégrateurs qui répondons à ces besoins utilisateurs, c'est la meilleure nouvelle parce qu'on peut offrir le meilleur de tous les mondes à ces utilisateurs. Donc, pour nous, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Et comme je disais, c'est toute notre démarche en tant qu'intégrateur aussi de fournir les outils qui vont permettre de certifier tous les logiciels qui sont au-dessus du cloud et toutes ces données qui sont transférées dans le cloud. Donc, grâce à cette démarche de confiance, je dirais que nous, CS Group en particulier, intégrateurs ou des gens comme Capgemini pourront intégrer des technologies US sur ces infras. C'est une bonne nouvelle pour les utilisateurs, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est de s'assurer, pour ces utilisateurs, c'est de s'assurer que ces utilisateurs ne soient pas verrouillés à ces technologies. Et faire en sorte qu'ils vont pouvoir, cette notion de réversibilité, cette notion de portabilité, qu'ils vont pouvoir à la fois changer de solution si demain un Microsoft décide de faire payer, une fois qu'il a toute l'administration avec Office 365, de faire payer 10 fois le prix, il va peut-être falloir penser à changer. Le sujet donc cette notion de no lock-in est pour moi très importante, et nous c'est ce qu'on défend en tant qu'intégrateur dans CS Group. Que nous, intégrateurs, on a un rôle clé à jouer. Je prends un exemple. Aujourd'hui, on propose une solution de gestion des données de manière intelligente. Elle intègre de nombreux logiciels, des logiciels qui sont sous licence privée ou des logiciels qui sont open source. Et aujourd'hui, nous avons cette capacité à changer, et nous identifions des briques à différents niveaux. Nous sommes capables de changer ces briques selon les besoins d'utilisateurs et selon l'évolution de ces briques. C'est ce que l'on appelle, nous, le CS No Locking Landscape. Voilà.
Très bien. Et alors du coup, parce que je vois qu'il était temps de passer aux questions, je crois qu'il y en a une seule, donc, qui est une question de Pierre Codis. Y a-t-il une volonté multi-cloud Gaia-X? Alors en fait, tu as partiellement répondu, mais alors je me tourne vers toi, Vincent, parce que tu as une position assez intéressante, je crois, sur le multi-cloud. Alors oui, en deux parties. Pour répondre à Pierre, est-ce qu'il y a une volonté multi-cloud? Gaia-X n'est pas un cloud. C'est une fédération de cloud. Donc, par définition, Gaia-X est multi-cloud par construction. Et donc, oui, il y a. Alors, ça, c'est une autre question à laquelle on va répondre tout à l'heure. Donc, effectivement, Gaia-X, par définition, c'est donc, en tant que fédération de cloud. La question du passage d'un cloud à un autre, parce que je pense que c'est ce à quoi tu te réfères, qui est une composante essentielle, on l'a tous rappelé, à un moment ou à un autre, de la souveraineté, c'est-à-dire que si on ne peut pas sortir, on n'est pas libre. Pour autant, c'est plutôt, à notre sens, quelque chose qui est en puissance. C'est-à-dire qu'il faut être capable de sortir. Maintenant, je pense que n'importe quel administrateur réseau va faire une attaque si vous lui expliquez que vous prenez toutes vos données et que vous changez de cloud, parce que ça ne marche pas. Voilà. Et par ailleurs, quand vous changez d'un cloud à un autre, y compris une solution standard, vous avez des problèmes d'installation, de performance, de machin. Et donc, la clé... Et c'est ce qu'on m'entend souvent dire, ça consiste, si vous déployez tous les jours votre application, si vous maîtrisez parfaitement vos chaînes de delivery, là, vous n'allez pas regarder la question de la réversibilité et de la portabilité de la même manière que si vous déployez votre application une fois par an et que vous avez étudié ça sous l'angle d'un plan de reprise d'activité. Voilà. Et si vous faites du cloud, c'est parce que vous voulez faire du DevOps. Si vous faites du DevOps, ça veut dire que vous voulez justement produire de l'innovation et aller la confronter au terrain quotidiennement. Voilà. Et ça, c'est la raison pour laquelle on fait du cloud. Et en pratique, les gens changent relativement peu de cloud. Ça, c'est ce qu'on observe tous. Voilà. Alors, on peut le déplorer dans certains cas parce qu'il y a la question de la gravité de la donnée qui fait que là où on commence à aller, c'est en général là où on reste. Donc, il va falloir des efforts et Gaia-X y participe pour donner plus d'agilité à ça. C'est logique de plateforme autour d'un data space pour lequel on va produire de la valeur à différents endroits à partir de là où se trouve la donnée. Et Copernicus est un exemple parce que la donnée est localisée à plusieurs endroits, justement. Donc, on a tous ces logiques-là. Mais la question de la réversibilité, il ne faut pas que ça soit une manière de scléroser l'usage du cloud. On fait du cloud parce qu'on fait du DevOps, parce qu'on veut être extrêmement agile. Et il faut se doter de l'agilité. Mais il ne faut pas la chercher du côté du cloud, il faut la chercher de son propre côté. Et à partir de là, on peut aller chercher des outils de productivité qui sont y compris verrouillés, si on sait les remplacer par des outils open source ou par d'autres outils. C'est-à-dire qu'il faut que l'alternative existe, mais ça ne doit pas nous interdire de les considérer. Voilà, j'imagine que c'est... Oui, alors on a de notre côté on a des API qui sont compatibles avec un grand opérateur. Donc on a déjà, en fait, nous, des exemples réguliers de capacité à migrer. Alors, peut-être plus, on a des startups très très dynamiques en fait, qui ont fait cette migration, donc on pourra exposer des échanges. Alors une deuxième question, à quel terme y aura-t-il des API Gaia-X, des standards de crypto, PKI, signature numérique à implémenter par tous les acteurs? Alors, je pense qu'on ne va pas se battre pour répondre. En tous les cas, c'est bien l'ambition de Gaia-X d'établir des standards dans différents champs pour qu'ils soient partagés entre l'ensemble des acteurs, entre l'ensemble des data spaces, de ne pas reproduire dans chacun des data spaces ce qui a été bien fait et qui peut être mutualisé sur l'ensemble des data spaces. Et ça concerne l'ensemble de ce qui permet de faire fonctionner le cloud, enfin tous ces éléments, oui. Alors en fait, ce sont les services fédérés. Je pense que d'ici la fin d'année, on pourra commencer à voir les premières briques, les designs d'architecture sont en cours, et notamment dans le cadre des plans d'accélération à l'échelle européenne, il y a des financements pour que les développements commencent à être entamés. Donc peut-être des démarrages en fin d'année pour répondre à cette question. Alors je vois il nous reste très peu de temps, mais alors peut-être si je vous donne à chacun l'occasion d'un mot de la fin sur Gaia-X et cet intérêt du coup pour les acteurs français.
Moi, de GaiaX, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Je dirais un mot, et ce qu'on voit concrètement tous les jours dans le travail que l'on fait, c'est avant tout une formidable plateforme d'échange et un projet qui permet d'échanger avec tous les industriels pour créer vraiment une force, une synergie avec tous ces acteurs européens. On regroupe à la fois des infrastructures, des fournisseurs d'infrastructures, jusqu'à des utilisateurs avec les data space. On crée une richesse pour créer de nouvelles applications et créer cette souveraineté dont on a besoin au niveau européen. Merci. Alors pour ma part, on a peu parlé de cloud au centre, qui est la doctrine maintenant qui dit pour les administrations faites du cloud. Et faites du cloud de confiance dès que la donnée est sensible, et on a beaucoup de données sensibles. Voilà. Et mon message serait plutôt pour les éditeurs de solutions, en leur disant faites-vous héberger par des clouds qui soient Secnum Cloud, qui soient en fait, disons, faites que vos solutions deviennent des solutions de confiance, et on les regardera très très favorablement dans l'administration. Voilà, la porte est ouverte. Oui, concernant GaiaX, est-ce qu'on a la conviction que ça va fonctionner? J'en sais rien, mais en tous les cas, je crois qu'on n'a pas le choix. Parce que si on se plante collectivement sur GaiaX, eh bien, derrière, il n'y a pas d'alternative. Et l'Europe pourra, en tous les cas, sur ce domaine du cloud, qui est devenu aujourd'hui un domaine... le cloud n'est plus un sous-domaine du numérique parmi les autres. Hein. C'est celui qui commande tous les autres, dans lequel tous les autres vont se développer dans les environnements de développement qui sont proposés par le cloud. Donc on n'a pas le choix, ce n'est pas une option, l'échec, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, on a l'obligation pour la décennie qui vient, dans la décennie qui vient, de réussir GaiaX au profit de l'économie, de la maîtrise de ses dépendances, de l'économie européenne. C'est pour toute l'économie. Ne nous trompons pas, dans 10 ans, c'est toute l'économie qui reposera sur les fondements du cloud. Bon, en tout cas, merci beaucoup à tous les trois pour cet échange et pour la qualité des informations. Et j'espère que tous ceux qui nous écoutent et qui se posaient des questions par rapport à GaiaX ont pu y trouver des réponses. Et maintenant, en fait, une prochaine table ronde qui adresse un sujet qui est important pour moi particulièrement, mais je pense aussi pour tout le monde, qui est la place des femmes dans la tech. Voilà, donc je vous souhaite à tous une bonne continuation.